Bien, alors, bonsoir à tous, merci d'être venus. Bonsoir et merci Antoine d'être revenu, comme tu étais venu l'an passé, tu étais venu il y a 2 ans. Alors, vous savez que cette année, sur la faute à Rousseau, on vous l'a bien expliqué, l'ensemble de nos 9 cafés politiques sont construits comme une enquête sur la République. Alors, nous avons brillamment, je trouve, commencé il y a un mois avec Gérard Leclerc. La deuxième pierre de cet édifice va être posée ce soir par Antoine. Et le sujet est un sujet monumental, c'est une thèse, c'est la raison pour laquelle, tout à fait exceptionnellement, je vais être très court. Alors Antoine, dans la crise, la République est-elle capable de défendre la France? Rien que ça. Donc je me contenterai de vous inviter à travers la vidéo que Paul enregistre, et je l'en remercie une fois de plus, tous nos amis de l'extérieur pour le prochain café politique qui sera le 15 décembre. Alors ce sera Laurent Wetzel, qui a fait Normal Sup, qui a été maire de Sartrouville, qui viendra parler. Ils ont tué l'histoire, qui et pourquoi. Donc ça promet d'être extrêmement intéressant. Et donc Gérard Leclerc, Antoine de Crémier, Laurent Wetzel, nous continuerons après, le 12 janvier, le 9 février, chaque fois on vous reconvoquera. Et cette enquête sur la République va donc se construire au fur et à mesure. Bien, alors voici pour le premier point, c'est un point extrêmement positif. Je dirais juste un petit mot, puisqu'il est là. Probablement, beaucoup parmi vous connaissent la Nouvelle Revue Universelle. La Revue Universelle a été fondée par Jacques Bainville il y a bien longtemps. Elle a été relancée ensuite par Hilaire de Crémier, sous le titre de la Nouvelle Revue Universelle. Elle existait, elle paraissait, elle va avoir un nouveau départ. Et c'est justement Antoine qui va être la cheville ouvrière, l'élément moteur de ce nouveau départ. Alors évidemment, nous ferons tout ce qui sera en notre, tout ce que nous pourrons faire pour aider absolument cette revue, parce que si vous ne l'avez fait, je vous suggère de l'acheter, de vous y abonner, de la lire, et vous verrez que les projets qu'a Antoine pour cette revue, ça vaut franchement le coup. Voilà. Alors moi, Jean, je ne dis plus rien, parce que la thèse d'Antoine va nécessiter toute la durée. Tu dis bonjour au public. Je salue, tout à fait. Donc je salue le public d'être venu. Je salue le public qui va écouter, qui va reprendre le téléchargement de la conférence d'Antoine de Crémier. Et je voudrais dire que ce thème que nous avons abordé cette année est particulièrement important. L'enquête sur la République. Qu'y a-t-il une bonne République? Se poser la question, on ne peut que se poser la question lorsqu'on sait le nombre de constitutions que la France a collectionnées depuis 1789, 23, 24, peut-être 27, je ne voudrais pas dire des bêtises en présence du professeur Jean-Baptiste Donnier. 5 républiques, dont la dernière est amendée je ne sais pas combien de fois, on se perd. Je me rappelle d'une réflexion très ironique de celui que nous avons tous apprécié, Gustave Thibon, qui nous disait « La République ressemble à ces braves romaines qui comptaient les consulats par leur nombre de maris. » Et il ajoutait « La République a eu beaucoup de maris. » Donc aujourd'hui, dans nos propos, dans notre programme de l'année, ce sont tous ces sujets, en particulier la République, c'est la première fonction de la politique, c'est de défendre les citoyens et de défendre l'héritage. La République a-t-elle les moyens de nous défendre? Je laisse la parole à Antoine de Crémier. Merci. Je dois avouer que c'est un sujet qui m'embête beaucoup. Parce qu'on peut, d'une certaine manière, le régler en 3 mots. Je rédige un faire-part de décès, je fais une notice nécrologique, la République n'existe plus. Elle est morte. Et elle est morte en même temps, et c'est là que c'est important. Je sais bien que les avis divergent en la matière, mais je reviendrai dessus parce que pour moi c'est une césure absolument fondamentale. Elle est morte parce qu'elle était en adéquation parfaite, la République, avec la modernité. Elle était l'expression politique française, particulière, spécifique, de la modernité.
Or, peut-être que tout le monde ne s'en est pas encore rendu compte, la modernité est morte. Et j'insiste à chaque fois sur cet aspect des choses, parce que beaucoup ne l'ont pas aperçu. Donc j'avais tendance à intituler mon propos « Impasse et impuissance, notre belle aujourd'hui ». La République, c'est la modernité. Que Marianne était belle. Figure de la République une et indivisible. Déesse casquée, la poitrine nue, incarnation du progrès, dont la mission est d'éblouir le monde des lumières, de la raison et des droits d'un homme qu'elle arrache aux obscurités de l'ordre ancien. Avec elle, les citoyens, émancipés, informés, compétents, soucieux du bien commun, constitués en peuple et en nation, par un contrat collectif, c'est le fameux pacte républicain, confient par leur suffrage à des élus représentants de la volonté générale la charge d'être toujours davantage des acteurs du changement jusqu'au triomphe universel du modèle. Concédés par des individus souverains, la délégation de leur souveraineté fait de chaque élu, c'est bien la caractéristique de la République, non pas le représentant des intérêts particuliers de ses mandants, mais le représentant de la nation. Voilà, je crois, une définition, sinon complète, mais relativement précise, de ce que voulait être la République. Et d'une certaine manière, la République est un édifice à 3 étages. En bas, vous avez des fondations qui sont constituées de citoyens libres et souverains. Libres et souverains parce que, arrachés peu à peu à leur tradition, aux rois, aux prêtres, etc., etc. Un étage intermédiaire qui sont des élévations qui sont faites du béton de la volonté générale et de la nation. Et puis, une toiture constituée par les droits de l'homme et la raison. La construction se présente ainsi comme l'articulation parfaite entre projet collectif et projet individuel. C'est la maison heureuse de l'effusion démocratique et de l'autonomie collective. Jacobine à outrance, la République n'aura de cesse d'arracher les individus à leurs enracinements particuliers, à leurs traditions et leurs héritages pour en faire un seul peuple. Incarnant la transcendance politique comme substitut de la transcendance religieuse, l'État centralisateur en sera l'instrument. Pendant longtemps, la société tient, ancrée sur les réserves de tradition, constituée en amont, soudée régulièrement par des conflits avec un ennemi clairement identifié. Sous cet angle, et sous cet angle seulement, les changements culturels profonds sont sans doute peu perceptibles pour la majeure partie de la population. Mais, sous la continuité apparente, le feu couve sous la cendre. Elle masque en effet les méduses de l'émiettement individualiste, de l'effacement progressif du bien commun, de la montée en puissance de l'argent, de la domination de l'économique et du capital qui met le travail tout entier à son service, de sa lutte avec le socialisme, de la question sociale, des affrontements réguliers, des luttes fratricides, révolution, révolte, coup d'État, résistance, libération, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, les 30 Glorieuses sont, hormis les ultimes et sanglants soubresauts de la décolonisation, comme une parenthèse heureuse, où convergent enrichissement collectif et individuel, forte progression sociale, progrès technique, amélioration des conditions de vie, plein emploi et le maintien des derniers éléments hétéronomes qui forment pour peu de temps encore les cadres de la société. La transition, qui s'étend sensiblement du milieu des années 60, transe libertaire et festive, à 1989, effondrement de la dernière religion séculière, est marquée par la déconstruction progressive
qui révèle sa fragilité et les effets de la centrifugeuse démocratique, triomphe de l'autonomie individuelle en particulier, dont la République a assuré la mise en œuvre malgré elle. L'histoire de la République commence mal. De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont. Je viens bien entendu de citer Jean-Jacques Rousseau. Et s'il refuse de voir, il est impossible de vivre en paix avec les gens qu'on croit damnés. Il faut absolument qu'on les ramène ou qu'on les tourmente. Périssent donc les hommes plutôt que les idées, et qu'un sang impur abreuve nos sillons. Place aux guides suprêmes, aux éclaireurs, aux avant-gardes, et à tous les porteurs de lumière, serviteurs de la déesse raison. Que les philosophes laissent désormais la place aux hommes d'action. Que les peuples obéissent à la volonté générale, absolue, infaillible. L'instauration du monde nouveau n'est possible qu'après l'élimination de ceux qui s'opposent au bonheur. Je reviendrai sur le bonheur tout à l'heure. Pendant 25 ans, 26 même, de 1789 à 1815, la Révolution française, à vocation universelle, répandra la lumière, vous le savez, par la guillotine et au son du canon. Et la République va être marquée par la suite par un échec considérable que j'ai appelé l'avènement du prolétaire. Pendant des siècles, l'idée subsiste que l'homme n'est pas essentiellement fait pour travailler. Le travail est une nécessité qu'il faut donc considérer comme telle, à l'abri de considérations purement utilitaires ou marchandes. Le métier, l'Ancien Régime en particulier, est avant tout un mode de vie, soumis davantage à des attitudes culturelles ou morales, plutôt qu'à la pure rationalité économique. L'anglomanie, déjà à la mode en France au XVIIIe siècle, fut la passerelle des idées libérales. Turgot l'avait bien dit, la source du mal est dans la faculté accordée aux artisans d'un même métier de s'assembler et de se réunir entre eux. La Révolution française en tira les conséquences, et en 1791, la loi d'Allard supprime les maîtres et les jurandes, et la loi Le Chapelier, les compagnonnages. Et vous savez qu'il faudra aux ouvriers français attendre 1884, mais dans un contexte hélas différent, pour retrouver la liberté véritablement de s'associer. Au nom de la liberté, on supprimait les cadres anciens qui protégeaient les conditions de travail et les ouvriers. Pouvait s'ouvrir alors une période épouvantable, triste, où sous l'effet de la destruction des modes de vie, de l'éclatement du tissu social et de la domination grandissante des lois du marché, travail signifie misère. C'est, vous le savez, la condition ouvrière détaillée par le docteur Villermé en particulier dans les années 1840-1845. Pendant des années, maîtres et ouvriers seront face à face, enfin libres de négocier les conditions de travail et son prix. Pendant longtemps, les préfets poursuivront sévèrement toute tentative de reconstitution formelle ou déguisée d'associations professionnelles. Au lendemain de la révolte des Canuts, en 1831, Casimir Perier aura cette phrase terrible. Il faut que les ouvriers sachent qu'il n'y a de remède pour eux que la patience et la résignation. Ici, on retrouve l'ambiguïté de la République. On retrouve les fondations bourgeoises de la République, en contradiction dans ce domaine avec ses propres principes. Prise à son propre piège, celui de la destruction des corps intermédiaires, elle laisse en effet le libéralisme triomphant à cette époque-là, celui qu'on a appelé manchestérien pendant une époque, accomplir ses ravages dans le domaine des relations sociales. Les conséquences seront catastrophiques. L'opposition capital-travail allait peu à peu dominer la vie des métiers, puis la société tout entière, précipitant les travailleurs devenus classe ouvrière
dans les bras d'autres illusionnistes et charlatans des lendemains qui chantent. En fait, au nom de la liberté, la République avait détaché l'homme de ses appartenances et traditions pour le livrer intégralement, sans le vouloir théoriquement, à la pure raison économique. Autre échec de la République, la morale. La séparation de l'Église et de l'État, l'autonomie du politique dégagée du religieux, enfin expulsée de la sphère publique, vont contraindre la République à définir une morale indépendante de toute religion. Mais quelle morale? Comment organiser l'unité sans Dieu et définir en particulier les principes moraux d'une école laïque qui vise par ailleurs à assurer l'émancipation intellectuelle et morale des citoyens? En 1901, au Sénat, pressé par Jaurès sur les fins dernières de sa politique, Jules Ferry, après un silence réfléchi, affirma « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu. » Mais c'est le même peu après, répondant des députés qui le somment de définir la morale enseignée à l'école, qui finira par s'exclamer « Mais la morale de toujours, la morale de nos pères !» L'ennui, dit Émile Boulat dans La solution laïque, c'est que cette morale-là, c'était la morale chrétienne. Un peu plus tard, en 1909, c'est la cacophonie la plus complète. Divers sommités s'interrogent pour découvrir enfin le fondement de la morale. La raison, dira Hollard. La science, répond Baillet. La conscience, affirme Primaire, tandis que Payot évoque l'instinct social, Bourgeois la solidarité, Dufresne la composition des égoïsmes, Franchet l'intérêt, etc., etc. Lassé, après plusieurs réunions, Dufresne finira par conclure « Toute l'attention que nous mettons à moraliser, nous la mettrons à éviter de moraliser. » Pendant longtemps, les jugements pratiques continueront à être conformes à la morale chrétienne, à laquelle on rajoute ici et là vertu citoyenne et grandeur de la loi, expression de la volonté générale. L'école, le sanctuaire. L'école Jules Ferry, c'est l'école de l'État. Mais c'est aussi celle qui fonctionne en harmonie avec la société qui l'entoure. C'est celle du boursier contre l'héritier, où le clergé des hussards noirs accomplit l'acte sacré de la transmission des savoirs, auxiliaires, vecteurs du progrès et de la raison, qui permettront à ceux qui en sont dignes de mériter leur promotion sociale. C'est une école close, sanctuaire de la religion dont l'instituteur est le prêtre, qui prend ses distances par rapport au présent. Contrairement à ce qu'on a pu dire, elle est essentiellement conservatrice, cette école. Elle n'institue pas grand-chose de nouveau. Elle enseigne la morale, certes privée de tout ancrage religieux, mais formellement identique à celle des pères. D'ailleurs, la réussite scolaire de la Troisième République provient d'un compromis entre l'esprit des Lumières, le passé aristocratique de la France et la réalité de la société bourgeoise. Cette école de l'État, de la République, de la modernité, se veut citadelle pour mieux être le creuset de l'homme nouveau, homme universel, nimbé de la raison, qu'elle arrache à ses particularismes, mais dont la France et la culture classique forment la matrice. Alors, Danton et Robespierre, Valmy, Napoléon, Austerlitz, 1830, les Glorieuses, quelques rois cruels, ou livrés tout entiers leur passion, maîtresse, chasse et guerre. Les chevaux des seigneurs piétinant les récoltes de serfs affamés, oui, mais aussi Saint-Louis sous son chêne, Jeanne d'Arc, le Grand Ferré, Bayard, Henri IV, Sully, à moi Auvergne, ils ne passeront pas, et puis la Grèce et Rome, les grands écrivains classiques, et La Fontaine, dont les fables sont d'une certaine manière le génome du génie français. Cette école, qui dure sensiblement jusqu'au début des années 1960, garde pour mission essentielle la transmission des savoirs, considérés comme facteurs de promotion sociale et d'égalité dans une logique de nivellement par le haut.
Revenons à la République proprement dite. L'État a été le libérateur de l'individu. C'est l'État qui, à mesure qu'il a pris de la force, a affranchi l'individu des groupes particuliers et locaux qui tendaient à l'absorber, famille, cité, corporation. L'individualisme a marché dans l'histoire du même pas que l'étatisme. Émile Durkheim, dans une révision de l'idée socialiste. Le fondement de l'individualisme français est politique et s'investit dans l'État qui affranchit l'individu et garantit l'égalité entre tous les citoyens. La phrase de Durkheim, que je viens de citer, fait partie d'un texte bien connu. Il y revient à diverses reprises, en expliquant que les sociétés particulières tendent à absorber la personnalité de leurs membres. C'est bien pourquoi la fonction essentielle de l'État est de libérer les personnalités individuelles. C'est lui, dit-il, qui soustrait l'enfant à la dépendance patriarcale, à la tyrannie domestique. C'est lui qui affranchit le citoyen des groupes féodaux, plus tard communaux. C'est lui qui affranchit l'ouvrier, le patron, de la tyrannie corporative. La tradition individualiste française républicaine est politique au sens où l'individu authentique est le citoyen arraché à ses dépendances privées et à ses intérêts particuliers, mais qui accepte de subordonner la sphère privée à la sphère publique. L'universalité du citoyen est supérieure en valeur à la particularité du français qu'elle englobe et qu'elle subordonne. Ce citoyen n'est pas ancré dans un territoire, mais dans une idée abstraite de l'universalité qui représente le grand apport de la Révolution française. Une géométrie de l'égalité qui vise à abolir les particularités identifiées aux privilèges et à l'arbitraire du prince. L'État républicain ne connaît pas les corps intermédiaires, qui sont considérés comme une dénaturation de la volonté générale, car la mise en œuvre de la loi n'est qu'une simple exécution par une administration qui la décline sur l'ensemble de la société. L'idée qu'il puisse y avoir une société autonome et autosuffisante est absolument étrangère à la République. La volonté générale s'incarne dans l'État et a pour horizon une unanimité. Seule cette unanimité à même de dépasser les intérêts particuliers qui ne sont qu'égoïsme. La République est une et indivisible. Et pour elle, le pluralisme équivaut à la division. Curieusement, la République française est un mélange de tendances holistiques, c'est-à-dire où le tout est supérieur à l'addition des parties, et de tendances individualistes. Une société, en effet, ne peut fonctionner sur les seuls principes individualistes. Elle nécessite un pendant holiste commun, qui place l'accent sur le tout et non sur l'individu indépendant. Très vite, on se rendra compte que l'État, incarnation de l'universalisme, a bien libéré l'individu des chaînes de sa dépendance, mais qu'en échange, il a réduit la société en poussière. Pendant longtemps, le fonctionnement de la synthèse républicaine, c'est-à-dire un compromis qui s'est élaboré dans les premières décennies de la Troisième République en particulier, et qui se caractérisait par un équilibre entre une mobilité sociale limitée et une industrialisation faible. Comme le disait un politologue américain, Stanley Hoffman, les mobiles fondamentaux des hommes d'affaires étaient sociaux plutôt qu'économiques. Il s'agissait d'assurer la continuité de la famille et sa prédominance sociale plutôt que de produire la plus grande quantité de biens possible. La société française était alors composée de classes nettement séparées et aux valeurs distinctes. L'équilibre favorise le maintien des distances sociales, les possibilités théoriques de promotion sociale pour les classes populaires étant en réalité pratiquement inexistantes. Le monde bourgeois, par contre, malgré son caractère hétérogène,
est mue essentiellement par une même aspiration à la promotion sociale et à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine. La synthèse républicaine permet de rompre avec cette qui et rend compte à la fois de la virulence des affrontements politiques et du maintien d'une société où le rang social garde toute sa valeur. Voilà, je dirais, la République telle qu'elle a fonctionné, avec quelques-uns, je dirais, de ses avantages et de ses inconvénients. Pourquoi est-ce que je dis que la République est morte aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je dis que la République est morte aujourd'hui et qu'on ne peut pas la réveiller? Je vous livre en introduction à cette deuxième partie 3 citations. La première, tirée du livre de Pierre-André Taguieff, L'effacement de l'avenir, est la suivante. La grande promesse des Lumières, c'était celle du passage de l'autonomie de tous les humains en tant qu'êtres raisonnables, poursuivant des fins communes. En guise d'autonomie, c'est l'anomie qui s'est partout installée. Deuxième citation de Dominique Strauss-Kahn. Un discours à Bruxelles en mars 1999. La croyance dans le progrès s'est peu à peu envolée. Beaucoup perçoivent désormais le progrès technique comme un danger, le progrès économique comme un mensonge, le progrès social comme un mirage et le progrès démocratique comme un leurre. Plus récemment, ce qui vous montre l'utopie postmoderne qui a succédé à la mort de la modernité, je la tire d'un discours d'Ernest Antoine Seillière. Le siècle dans lequel nous sommes engagés sera passionnant, parce que le capitalisme régnera, la mondialisation s'établira et la croyance et la croissance se généralisera. Vous voyez ce que recouvrent ces 3 citations. À l'occasion d'un café politique à Aix-en-Provence, le sujet que je devais traiter était celui de l'avenir politique de la France. Accepter de répondre à une telle question est parfaitement risqué et suppose à l'évidence une grande prétention qui laisserait supposer en effet que je dispose d'une boule de cristal suffisamment transparente pour y discerner clairement ce que seront nos lendemains. Toutefois, il me semble qu'on peut répondre immédiatement et radicalement de manière négative. À vue humaine, telles que sont les choses, au risque de surprendre par un pessimisme noir, mais pas tant que ça, l'avenir politique de la France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour de multiples raisons. D'abord parce que le politique a disparu, s'est totalement évanoui, et que la France, peu à peu, en tant que nation, est en train de se dissoudre. Alors, ne croyez pas que je m'arrête à cela, bien entendu. Mais je crois que c'est important. Et en réalité, on va retrouver, je dirais, l'histoire de la mort de la République. Et je m'étais demandé à un moment donné s'il fallait que je me contente de vous faire part de décès ou une notice racontant l'histoire de la République et son décès, heureux ou malheureux, peu importe. Donc je ne rédige pas de notice nécrologique, mais je vous le dis, elle est morte. En réalité, tout ce qui s'est mis en place, non seulement avec la philosophie des Lumières, mais avec ce qu'il est convenu d'appeler d'une manière générale la modernité, a échoué. Et a échoué victime de ces contradictions internes d'origine. La modernité. Comment la définir, la modernité? Il y a les caractères généraux de l'idéologie moderne, vous le savez tous, telle qu'elle s'est opposée à l'ensemble des systèmes de légitimation des sociétés traditionnelles, c'est l'individualisme transcendantal, l'universalisme, le rationalisme, la foi dans le progrès caractéristique de l'idéologie des Lumières. Être moderne,
c'est assumer une volonté de rupture avec les traditions. C'est refouler le passé, ne pas s'embarrasser d'héritage, aspirer à tout prix à l'avenir. Et, en étant moderne, vous récusez non seulement toute la transcendance, les traditions, la religion, la nature, et très vite, l'historicisme va triompher, c'est-à-dire cette attitude qui considère que nos valeurs, même les plus sublimes, le beau, le bien, le vrai, ne sont en aucun cas éternelles et assurées, parce qu'elles sont toujours liées à l'histoire, ancrées dans un contexte historique particulier, et qu'elles ne sont plus à ce titre des absolus, mais seulement des phénomènes relatifs. La sociologie remplace la philosophie. Je ne ferai pas la jeunesse de la modernité, on n'a pas le temps, et puis ce serait très long. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que bien entendu, beaucoup d'auteurs, d'écrivains se disputent sur la date d'apparition de la modernité. La thèse que je défends personnellement, avec d'autres, rassurez-vous, je ne l'ai pas pêché, je ne l'ai pas trouvé tout seul, c'est que la modernité est de tout temps. Elle a toujours existé. Elle a toujours coexisté avec des sociétés, même dans des sociétés traditionnelles. Je vous livre ce qui pour moi est l'exemple type, que je crois avoir déjà d'ailleurs donné ici, et je m'en excuse, et je m'excuse de cette répétition. En 450 avant Jésus-Christ, je suis grec, Sophocle fait dire à son Antigone, ne pas enterrer mon frère, c'est ébranler l'ordre du monde. Ce qui veut dire qu'il y a des lois qui ne nous appartiennent pas. C'est la reconnaissance d'une transcendance et le fait que ma liberté s'inscrit dans quelque chose qui ne m'appartient pas, j'y reviendrai tout à l'heure. À la même époque, très exactement la même année, Protagoras promulgue la formule essentielle de la modernité, l'homme est la mesure de toute chose. Donc la modernité, bien sûr, on pourra évoquer le nominalisme, la Renaissance, la philosophie des Lumières comme acte d'essence, de croissance de cette modernité. Et en réalité, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et ce qui a largement favorisé la République dans ses premières phases, c'est la question du bonheur. La modernité est liée au bonheur. Au XVIIIe siècle, vous n'imaginez pas l'accent qui est mis sur l'annonce d'une idée neuve en Europe, le bonheur. Le bonheur se dessine enfin. Il vient, il est partout. L'humanité tout entière marche vers lui. Il se décline dans toutes les langues, s'exprime en recueils, essais, poèmes, réflexions, épîtres sur la vie heureuse, système du vrai bonheur, de la felicità, l'arte de essere felici, of happiness, natural felicity, en allemand, je ne le dirai pas parce que vous n'y comprendrez rien et moi non plus. Bon, et c'est comme ça. Pour avoir sous la main les meilleurs traités sur la question, on en fit un recueil, le temple du bonheur. Le beau temple était là sur la colline heureuse. La joie se tenait devant la porte et invitait les humains à commencer enfin la grande fête de la vie. C'est une citation de la pensée européenne au XVIIIe siècle de Paul Hazard. Le bonheur, désormais, n'était plus dans l'au-delà, et comme le dira Voltaire, le paradis terrestre est où je suis. Il devient un droit. Reste à savoir comment le fabriquer. Comment le fabriquer, vous le savez, je n'insisterai pas là-dessus. Du passé, faisons table rase, etc. Et ce qu'il faut bien voir dans la modernité, c'est un caractère essentiel, psychologique presque, c'est l'assomption, Hannah Arendt insiste beaucoup là-dessus, c'est l'assomption de la volonté humaine et le primat de cette volonté sur l'ordre naturel et la tradition, et elle dit, c'est ce volontarisme qui nourrit le contractualisme. Et on revient là à la République. Je passe sur un certain nombre de citations annonçant la beauté de la modernité. En fait, l'idéologie de la modernité entend concilier et même confondre dans un même mouvement, et c'est de cette contradiction qu'elle va mourir, un individu autonome qui se donne par définition à lui-même sa propre loi,
enfin dégagé de ses appartenances et de toute espèce de finalisme religieux et traditionnel, et en même temps, la raison universelle, tout à la fois outil de cette émancipation et principe d'unité hétéronome qui transcende les particularismes. L'histoire de cette ambition, c'est l'affrontement de deux logiques qui s'achèvera par l'inévitable défaite d'une raison devenue folle et le triomphe de l'individualisme que nous avons aujourd'hui, agissant comme une centrifugeuse dont le mouvement ne cessera de s'accélérer. Alain Touraine, là-dessus, dans Critique de la modernité, est absolument parfait. Il dit ceci: la conception occidentale la plus forte de la modernité, celle qui a eu les effets les plus profonds, a surtout affirmé que la rationalisation imposait la destruction des liens sociaux, des sentiments, des coutumes et des croyances appelées traditionnelles, et que l'agent de la modernisation était la raison elle-même. Mais, dit-il, l'idéologie de la modernité est peu convaincante quand elle cherche à donner un contenu positif à la modernité, tandis qu'elle est forte quand elle reste critique. Elle anime les luttes contre les sociétés traditionnelles, plutôt qu'elle n'éclaire les mécanismes de fonctionnement d'une société nouvelle. Force de dissolution de l'ordre ancien, plutôt que de construction d'un ordre nouveau. L'ordre ancien étant désormais effondré, eh ben, elle n'a plus rien à construire. L'individualisme est une valeur cardinale des sociétés modernes, mais l'histoire montre qu'il est perpétuellement hanté par son contraire, et le récit de la modernité, je m'arrêterai là-dessus pour la modernité, raconte les avatars et métamorphoses de cette diade infernale qui constituera le totalitarisme en pathologie inhérente à la société moderne. La modernité s'effondre et nous sommes passés, pour moi c'est une évidence, à ce que j'appelle la post-modernité, idée que les sociologues et philosophes français n'aiment pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à de rares exceptions près, je pense à Maffezoli ou à quelques autres, les intellectuels français répugnent à l'abandon du concept de modernité qui conserve une connotation fortement positive dans leur esprit et dont les politiciens usent et abusent, mais maintient davantage, du moins en apparence, la chaîne qui les relie encore à la raison, au progrès, aux lumières qui en sont la grammaire. Ce postulat continuiste s'exprime dans un bricolage sémantique composé de néologismes divers où la modernité s'habille d'additifs chronologiques, modernité tardive, néo-modernité, ou de préfixes quantitatifs qui lui confèrent une densité, un développement croissant, supermodernité, hypermodernité. Maintenant, c'est l'illusion d'une progression continue, d'un saut simplement quantitatif dans le droit fil des immortels principes. L'hypermodernité étant à la modernité ce que l'hypermarché est au commerce traditionnel. Plus circonspect, Marcel Gauchet hésite, balance entre rupture et continuité, constatant, je le cite, que le poste de la postmodernité ne nous apprend pas grand-chose sur cet au-delà d'une modernité qu'il présuppose sans la définir. Pourtant, si on voit bien qu'on a plutôt affaire à un accomplissement de la modernité qu'à un arrachement à ses valeurs, il n'en est pas moins exact simultanément qu'il y a rupture, que cet aboutissement va de pair avec d'énormes changements. N'en déplaise à ces nostalgiques, que ce soit de la modernité ou de la République, et à ces thérapeutes acharnés, la modernité est morte, et la continuité matérielle et apparente ne doit pas occulter la mutation fondamentale. Parce que nous sommes désormais, c'est ce qu'on a dit sur la République, sur la modernité, nous sommes désormais dans une société exclusivement régie par la dynamique des besoins et la logique de l'intérêt individuel. C'est bien d'un autre monde qu'il s'agit, venant se substituer à un univers dont la disparition n'est en aucun cas le fait d'un accident ou d'une imprévisible pathologie,
mais celui d'un défaut de naissance, une tumeur originelle inopérable. La modernité, c'était un pari fou, où le sujet tout entier conditionné, devenu citoyen, majeur, autonome et souverain, était supposé d'autant plus apte à se lier par contrat volontaire qu'il aurait été préalablement délié de toute hétéronomie. Pari perdu, il ne pouvait en être autrement. Et Marx avait raison, soulignant le caractère étrange du projet politique de la démocratie, fondé sur la négation de la condition politique de l'homme, et dont le but n'était pas de les relier, mais de les séparer. Il y a bien en effet quelque chose de contradictoire dans cette volonté qui obéit à une logique individualiste, bourgeoise, séparatrice, et transforme nécessairement la société en un chaos de particules élémentaires. Claude Lefort a une très bonne formule. Il dit « La déliaison a été réussie et la liaison ratée ». La postmodernité, c'est le versant émancipation, autonomie de la modernité, mais sans la raison, sans monde à construire, sans avenir, sans échappatoire, sans finalité et sans espérance. L'important des gueules n'est-il pas de combattre la tentation de l'illusion finaliste, c'est-à-dire la croyance que la vie, la société, le monde ou encore l'histoire auraient un sens? Tout le monde est désormais postmoderne. C'est notre condition. Beaucoup l'ignorent, veulent l'ignorer, refusant d'en tirer les conséquences et de penser la mutation en cours, réfugiés dans d'immuables conservatismes, sans jamais prendre la peine de revenir au réel et de s'y conformer. La religion comme la modernité comme religion séculière était accompagnée du maintien des valeurs autoritaires et d'une hétéronomie héritée du monde de la tradition qui lui permettait d'affirmer des idéaux collectifs. La postmodernité les remplace par l'épanouissement de soi, ce qui suppose bien entendu la disparition de toute institution ou structure susceptible d'entraver l'émancipation de l'individu. Enfin libre, débarrassé du besoin d'avoir des principes, vivant sans névrose dans un monde définitivement sans Dieu, libre mais seul, délié de nos pères mais appelé la fraternité universelle, coupé du passé, privé d'avenir, nous sommes contraints, sommés de créer à chaque instant nos propres valeurs. Et vous avez un psychiatre qui s'appelle Alain Ehrenberg, qui a merveilleusement analysé ce phénomène et les pathologies qui en découlent dans La fatigue d'être soi, qui est un livre que je vous conseille. La postmodernité fait l'éloge d'une démocratie sans message, d'une philosophie post-métaphysique, préférable à tous les discours. Bref, nous sommes dans une clôture du monde, et cette clôture du monde sur lui-même est un nihilisme soft, tranquille, sans pessimisme, sans héroïsme, satisfait et privé de toute tension religieuse. C'est la parfaite expression de la pensée faible, débolisme, comme disent les Italiens. Un de ces philosophes de la pensée faible, Gianni Vattimo, nous dit ceci. Concrètement, penser faiblement, cela signifie ne pas ressentir avec nostalgie l'absence de fondement comme un manque, une faiblesse, mais à le ressentir comme une chance. Et la chance qui s'offre à nous, c'est d'échapper à la pensée violente de la métaphysique. Cela signifie également ne pas vouloir substituer à un énoncé qui se révèle faux, un énoncé qui se révèle vrai. C'est savoir qu'il n'y a pas de vérité, mais seulement des interprétations. Mais la postmodernité est elle aussi atteinte d'un mal incurable, dont elle est en train de mourir sous nos yeux, et la crise actuelle, puisque crise il y a, en est le révélateur. C'est pour ça que nous allons vivre incontestablement, me semble-t-il, des choses intéressantes. En effet, naît du besoin impérieux de renoncer à toute unité normative, morale, religieuse dans une société, et en même temps de la nécessaire impossibilité de se passer de quelque chose qui ressemble à des échelles de valeurs communes. La postmodernité n'a d'autre choix que la glorification du pluralisme
qui réduit peu à peu le périmètre des points communs et pulvérise le lien social. La seule valeur doit donc rester le pluralisme des valeurs. Et tout ce qui pourrait le menacer doit être combattu. Cette nouvelle règle du jeu n'est pas contestable. La refuser, c'est inévitablement être adepte de vision totalitaire du monde. Nous voilà donc enfin libérés de toute hétéronomie. Dieu, la raison, l'histoire, la République, la nation, en cet instant inouï où disparaît le couple tradition-modernité dont nous sommes tous orphelins. Le moment présent, post-moderne, en est le deuil, mélange de gueule de bois, de coma ontologique, de mise en veille de la pensée, moment où on peut tout faire et où rien n'est possible. Certains s'en réjouissent, comme Derrida. La clôture métaphysique traditionnelle, la négation de l'être éternel, entraîne la négation de Dieu et la mort de l'homme. Mais cette dissolution ne semble pas cependant un prix trop élevé pour être enfin débarrassé des valeurs traditionnelles, la vérité et le bien. Edgar Morin, lugubre, penseur complexe de la complexité, psalmodie de son côté l'évangile de perdition. L'idée de salut nous perdait. Il nous faut donc la perdre pour nous sauver. Il nous faut donc enseigner et propager la mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de salut en ce monde. Et c'est pourquoi la religion terrestre nous dit, à la différence des religions célestes, nous devons être frères, non parce que nous sommes sauvés, mais parce que nous sommes perdus. Bref, nous n'avons le choix qu'entre la liberté du relativisme et l'esclavage de la crédulité et de l'irrationnel. Nous voilà contraints de nous débarrasser du besoin d'avoir des principes. La disparition de tout arrière-monde, de tout fondement, pose la question de la légitimité de l'ordre social. La modernité opère un renversement de la place de la société civile, jusque-là encadrée par l'État, et désormais, vous le savez, c'est l'État qui est au service de la société civile. Et la politique. Le politique, comme le dit je m'excuse de le citer, c'est un des rares auteurs marxistes qui reste encore, qui s'appelle Dominique Losurdo, qui vient d'écrire un dernier livre qui s'appelle Critique de l'apolitisme, l'apostrophe de l'apolitisme, la leçon de Hegel d'hier à nos jours. Hegel, dit-il, analyse la fuite loin du monde politique comme la tendance à opposer la médiocrité du monde réel, un monde différent, spirituel et merveilleux. Bref, l'apolitisme, c'est l'aspiration consciente à s'élever au-dessus des faits et du réel, en s'évadant dans un monde éthéré de parfums et de sons dépourvus de substance. L'économisme, le culte du bien-être, la passion de l'enrichissement, désormais libérés de toute rationalité susceptible de l'encadrer, débouche nécessairement, vous le savez, sur l'idolâtrie du marché, devenu l'instance suprême et transcendante, le paradigme d'un système social sans finalité, exempt de toute recherche d'un quelconque bien commun. Or, nous sommes tous victimes de cette suprématie de l'économisme, et Dominique Schnapper précise bien la prétention de la science économique à la positivité est la grande fumisterie de notre époque. Elle affirme a priori sa légitimité et sa pertinence, mais ne supporte ni question ni interrogation. Pourtant, l'adoration de l'idole ou sa passive acceptation lui confère le rôle d'unique régulateur des activités humaines. Ce mensonge fait de la société tout entière un simple auxiliaire du marché, et c'est à une véritable intériorisation du modèle du marché que nous sommes en train d'assister, un événement aux conséquences anthropologiques incalculables que l'on commence à peine à entrevoir. Le capitalisme libéral s'arrache enfin à sa dernière limitation, le politique. Arrachement qui masque le triomphe concomitant du libéralisme, du socialisme, deux cousins, le premier idolâtre du marché, le second heureux de l'avènement d'une société adulte, ayant coupé le cordon ombilical de l'ordre politique. Les lois du marché représentent la seule instance universaliste,
et nous disent « Vous n'êtes plus libre de votre destin ». Je passe sur la disparition de la nation, dont on pourrait parler, et je voudrais en venir rapidement au libéralisme. Parce que voilà un domaine sur lequel personne ne sait exactement de quoi on parle. Je me souviens d'une discussion récente où je défendais la liberté d'entreprendre. Et bien entendu, immédiatement, mon interlocuteur me dit « Ah, mais alors vous êtes libéral !» Quel rapport entre les deux? Quel rapport fondamental? Libéralisme. Le mouvement historique qui transforme en profondeur les sociétés modernes doit être analysé fondamentalement comme l'accomplissement logique et la vérité du projet philosophique libéral. Je fais ce soir deux équations. Modernité et république, l'une et l'autre enterrées depuis quelques années. Postmodernité, libéralisme. Le libéralisme est la philosophie de la postmodernité, et la postmodernité est la réalité du libéralisme, mais l'un et l'autre sont en train de mourir également. Et je m'en félicite. Lorsqu'on parle de libéralisme, on s'aperçoit qu'une confusion intellectuelle règne sans partage quant à l'usage de ce mot. Il conviendrait de distinguer un bon libéralisme politique, culturel, un mauvais libéralisme économique ou l'inverse. Par ailleurs, la critique de ce dernier devrait-elle elle-même être nuancée, selon qu'on aurait affaire à un vrai libéralisme, au néolibéralisme, voire à un ultra-libéralisme. Et puis le terme est polysémique. Il y aurait ainsi un libéralisme de gauche, un libéralisme de droite, un libéralisme social, un libéralisme de marché, un libéralisme classique, un libéralisme moderne, un libéralisme du contrat, un libéralisme utilitariste, etc., etc. Et comme l'énumération peut être poursuivie à l'infini, il semble bien que sur cet arrière-plan d'une pluralité foisonnante des versions possibles et des écoles, le libéralisme soit absolument impossible à saisir dans son unité. Peut-on intégrer dans un même courant, dans une même école, Adam Smith, Benjamin Constant, Frédéric Hayek, Murray Rothbard, pourquoi pas Richard Rorty ou Ayn Rand, qui exerça une si forte influence sur Alan Greenspan et Ronald Reagan, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Passion de l'égoïsme rationnel ». Et pourtant, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, le libéralisme est une caractéristique politique, économique et culturelle fondamentale des sociétés occidentales contemporaines. Ce qui lui vaut de s'y trouver plus que jamais au débat du cœur du débat public, tenu aussi bien pour un indépassable horizon que voué aux gémonies. N'entrerez pas dans les querelles d'école. L'ambition du libéralisme procède de deux éléments contradictoires. Tout d'abord, un pessimisme radical. L'ambition du libéralisme est d'instituer la moins mauvaise société possible, celle qui doit protéger l'humanité de sa folie idéologique. Pour ses partisans, c'est la volonté d'instituer le règne du bien qui est à l'origine de tous les maux accablant le genre humain. C'est en ce sens que le libéralisme doit être compris, et se comprend lui-même comme la politique du moindre mal. Tous les fondements de la philosophie libérale reposent là-dessus. Et on finira bien entendu par dire c'est naturel, puisqu'on n'arrive pas à mettre les gens d'accord sur la philosophie, sur la religion, sur les grandes idées, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils continuent à s'entretuer? Eh bien, les mettre d'accord sur la poursuite de leurs intérêts particuliers. Parce que sur les choses triviales, ils s'entendront beaucoup plus facilement. Voilà le niveau. Il fait donc preuve d'un pessimisme profond quant à l'aptitude des hommes à édifier un monde décent. Cette critique de la tyrannie du bien a un prix. N'exigeant rien de ses membres, cette société fonctionne d'autant mieux quand chaque individu se consacre à ses désirs particuliers sans céder à la tentation morale. Comment expliquer alors, nous dit Jean-Claude Michéa dans l'Empire du moindre mal, que cette doctrine
à mesure que son ombre s'étend sur la terre, reprenne un à un tous les traits de son plus vieil ennemi, jusqu'à se donner à son tour pour objectif final la création d'un homme nouveau. Le libéralisme, je vous l'ai dit, c'est un pessimisme et un optimisme. Optimisme sur la capacité des individus à poursuivre, là les écoles varient, raisonnablement leurs intérêts. Bien entendu, beaucoup de fondateurs de la philosophie libérale, je pense à Benjamin Constant, etc., seraient absolument effarés de voir aujourd'hui les conséquences de ce qu'ils n'imaginaient pas. Et lorsqu'ils conçoivent leur philosophie à l'époque, les hommes, les individus sont encore tenus par des hétéronomies. Ils sont dans des sociétés qui tiennent. Ils n'avaient pas envisagé un seul instant que tous ces arcs-boutants des sociétés s'effondrent totalement et livrent, je dirais, l'individu d'aujourd'hui aux addictions consuméristes. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors le libéralisme, que dit-il de lui-même? Là où ils sont d'accord, j'ai essayé de... Pour les libéraux, d'abord, il y a une affirmation absolument extraordinaire. Ils se tiennent, beaucoup le disent, comme les héritiers de la tradition antique et de la tradition chrétienne. Raymond Poincaré. Philippe Nemo nous dit « Le libéralisme jaillit de la souche commune de la civilisation européenne, à savoir la synthèse opérée au Moyen-Âge entre les traditions politiques et juridiques gréco-romaines et la morale chrétienne. » Bref, il faut bien comprendre que le libéralisme est le condensé de ce que l'Europe a produit de meilleur. Donc très légitimement, sans concurrence et sans équivalent dans l'histoire. Comme l'affirme Barry Smith, jusqu'à nouvel ordre, l'humanité n'a pas trouvé mieux que ce modèle en termes de développement, de créativité et de poursuite du bonheur. Par-delà les querelles d'école, libéraux anglais, français, libéralisme pur, etc., le libéralisme repose tout de même sur quelques axiomes simples. Le premier, je vous l'ai donné, c'est ce pessimisme qui fait qu'il est inutile de chercher à s'entendre sur les questions essentielles. C'est impensable. Le contrat social. La grande révélation des Lumières, et ça le libéralisme mérite, c'est le contrat social. Cette affirmation fantasmagorique suivant laquelle une communauté humaine est composée d'êtres primitivement indépendants, individus, définis par des droits qui leur sont inhérents de naissance. Marcel Gauchet commente: il s'ensuit l'autoconstruction de la société et du corps politique, la communauté se donne son propre fondement. Mais le raisonnement, pour être validé, nous dit François Flahault, est que l'on accepte l'idée que l'état naturel antérieur à la société n'implique aucun ordre social ou politique, et que c'est aux hommes de décider de leur finalité, de leurs lois et d'inventer les règles dont ils ont besoin. Mais si la socialisation était facultative, pourquoi donc les individus sont-ils entrés en société? La philosophie libérale répond: l'intérêt. C'est le deuxième axiome. Les hommes sont entrés en société pour y poursuivre librement la recherche de leur bonheur et de l'intérêt, et de leur intérêt. Cet individualisme radical constitue le fondement le plus sûr de la science économique. On comprend mieux alors pourquoi la prépondérance de l'économie est en fait inscrite au centre de la compréhension moderne de l'homme. Troisième axiome, le pouvoir. Le pouvoir est mauvais. Tous les libéraux s'accordent à se méfier du pouvoir, toujours susceptible de venir opprimer et contraindre les libertés individuelles. Et le plus souvent, au nom du bien. C'est toujours un mal, même s'il est parfois nécessaire, car il corrompt et les hommes travaillent toujours à être puissants plutôt que justes. Alors que faire? Par un extraordinaire tour de passe-passe, les libéraux vont transformer cette vision désabusée du monde en levier fécond. Plutôt que de chercher à changer les hommes au nom du bien, cherchons plutôt à combattre le mal par le mal,
en transformant les passions déréglées des hommes en intérêts. Autrement dit, permettons à chacun de poursuivre son intérêt d'une manière qui profite à tous. Vous aurez reconnu là les prémices du concept d'ordre spontané, auto-organisé, notion cardinale de toutes les doctrines libérales. La quête du bien est ainsi déléguée à chaque individu qui décide souverainement par lui-même. Pourquoi donc risquer la guerre civile lorsque le pluralisme est possible, surtout dans le domaine des choses triviales sur lesquelles les hommes s'accordent plus facilement que sur les choses importantes? La technique libérale consistera donc à neutraliser la sphère publique et à privatiser les problèmes. Dans cette optique, la liberté n'est plus qu'une liberté négative, sans finalité autre que celle que se donne l'individu. Voilà la mutation libérale essentielle, postmoderne. La liberté est désormais sans rapport aucun avec la poursuite du bien ou de la vérité. Il n'y a qu'à laisser les individus poursuivre librement le bonheur et l'intérêt afin d'engendrer naturellement l'harmonie de la société. Le politique, pour les libéraux, comme le dit clairement Raymond Paulin dans un livre très intéressant, parce que c'est un livre où il se confronte à son fils Claude Paulin, un défend le libéralisme et l'autre vient contredire son père. Raymond Paulin nous dit, aux yeux d'un libéral, la politique ne comporte aucune fin intrinsèque, car les finalités de la politique ne relèvent non de la politique, mais d'une morale politique. Elle se donne pour fin les individus eux-mêmes et les conditions d'existence qui rendent possible pour leur propre liberté le meilleur usage qu'ils sont capables de concevoir et de réaliser dans leurs actions et dans leurs œuvres. C'est bien l'individu dans la politique, la collectivité ou la communauté, qui est au cœur de la finalité du libéralisme. Il est une métapolitique universelle qui se présente comme la seule formule post-totalitaire au nom de laquelle la politique doit se contenter d'assurer le libre jeu des libertés individuelles, libre jeu qui aboutit spontanément à un ordre dans un mouvement naturel que nul ne sait ou ne saurait organiser.